J'accueillerai donc le prochain présentateur. Je vais avoir besoin de mes notes. Qui est l'ex-professeur Pierre Lantier, qui était en histoire économique au département des sciences humaines de l'UQTR jusqu'à sa retraite en 2017. Depuis, il est professeur au même département et chercheur associé au Centre interuniversitaire d'études québécoises. Il poursuit ses recherches sur l'histoire de l'électricité et l'histoire urbaine. Accueillez-le chaleureusement, Pierre Lantier. Merci beaucoup. Alors, je crois que je suis ce soir la personne qui a la tête la plus blanche de vous tous. J'ai pris ma retraite il y a un bon bout de temps, donc je vais quand même tâcher de vous donner un tout petit peu une présentation de mes recherches. Pardon? Le micro, bon, d'accord, vous m'entendez mieux? Ça va. Bien, il faut parler fort. Donc, je vais parler fort, il n'y a aucune difficulté à ce sujet-là. J'ai pris l'habitude de parler un peu plus faiblement. Alors, j'aimerais parler ce soir donc de l'Inde et de ses bidonvilles et de la consommation d'électricité dans les bidonvilles indiens. L'Inde, depuis quelques décennies, a considérablement développé son économie et en particulier ses entreprises industrielles, au point même que plusieurs d'entre elles ont développé d'importantes multinationales qui font le tour du monde. En même temps aussi, l'Inde a lancé un véritable rayonnement de ces villes, et en particulier Mumbai, avec évidemment donc Bollywood. Je crois que ce n'est pas vraiment besoin pour moi de vous présenter Bollywood, mais en même temps aussi, à travers tout ça, l'Inde a considérablement développé sa consommation d'énergie électrique. En fait, aujourd'hui, l'Inde est devenue le 3e producteur mondial d'énergie électrique, derrière les États-Unis et la Chine. Et pour vous donner une idée, l'Inde produit plus d'énergie électrique que toute l'Amérique du Sud. Donc, ça vous donne une certaine idée. Et ici, nous avons donc une région de Bombay extrêmement riche, avec le maximum de consommation d'énergie de la part des classes précédentes. Or, il se trouve aussi que vous avez les bidonvilles à Bombay, qui elles aussi veulent profiter, si je peux dire, de la manne économique. Donc, elles aussi veulent consommer de l'énergie électrique et elles le font. Je vais donc vous expliquer un tout petit peu comment les choses se passent. Et pour ça, je vais d'abord vous présenter ce que c'est que les bidonvilles en Inde. Et ensuite, je vais m'attarder davantage sur les questions de consommation d'énergie électrique. Dans un premier temps, les bidonvilles à Bombay ou en Inde dans son ensemble vont accueillir environ 170 millions ou jusqu'à 200 millions de personnes. Et Bombay même, du moins le Bombay métropolitain, avec une population d'environ 12 millions d'habitants. Là, je ne parle pas du Bombay complet, mais seulement que le principal, le Bombay métropolitain. Près de la moitié de la population vit dans les bidonvilles. Vous allez avoir en fait ici un immense bidonville qui s'appelle Dharavi. Et ce bidonville, en fait, accueille entre 800 000 et 1 million d'habitants. Mais faisons attention, le Dharavi en question, c'est simplement toute cette petite région ici, entre deux chemins de fer. Mais ce que vous voyez aussi ailleurs, ce sont tous les autres petits points, ce sont d'autres bidonvilles. Donc le bidonville à Bombay, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de la ville, c'est quelque chose qui est intimement mêlé au milieu urbain. Et toutes ces villes tous ces bidonvilles vont consommer de l'énergie électrique. Et c'est ce qui m'intéresse au premier chef avec nous. L'électricité dans les bidonvilles, c'est quelque chose d'extrêmement important. On estime qu'à peu près 85% des bidonvilles de l'Inde consomment de l'énergie électrique. À Bombay, c'est de l'ordre de 90%. Ces bidonvilles-là sont des milieux qui vivent très difficilement, comme on peut se l'imaginer. Mais en même temps aussi, ce qui est important de savoir, c'est que ces bidonvilles vont vivre d'une vie communautaire extrêmement serrée.
Une vie communautaire qui va se fonder sur les ethnies, sur les langues, sur la religion et dans le cas des hindous, sur les castes. Or, cette vie communautaire va permettre non seulement aux habitants des villes de survivre dans leur pauvreté, mais aussi elle va gérer, organiser la vie à l'intérieur des bidonvilles et à un point tel que les autorités municipales vont hésiter à intervenir dans les bidonvilles sous crainte qu'il y ait des émeutes. Tant la vie est très fortement organisée à l'intérieur des bidonvilles. Je vais revenir un tout petit peu plus tard sur ce point parce que c'est très important. Mais en même temps aussi, le bidonville, pourquoi le bidonville est-il aussi accueillant, si je peux dire, par rapport à l'électricité? Plusieurs raisons. Tout d'abord, l'électricité est beaucoup plus facile à installer que, par exemple, les aqueducs ou les égouts, où là, vous avez besoin de gros travaux d'infrastructure. Ici, c'est beaucoup plus simple. Deuxièmement aussi, dans les bidonvilles, l'éclairage public est très important, surtout pour les femmes la nuit. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Ajoutons à ça aussi la présence de nombreux artisans à l'intérieur des bidonvilles, des personnes qui ont en fait comme des tailleurs, des cordonniers, des boulangers et ainsi de suite, qui tous vont avoir des appareils électriques, soit des machines à coudre ou encore des cuisinières électriques et ainsi de suite. Mais finalement, le simple habitant ou la simple famille à l'intérieur du bidonville va lui aussi consommer de manière minimale. On sait par exemple que les personnes qui vont arriver récemment dans des bidonvilles vont avoir quelque chose comme par exemple 2 lampes à néon plus un ventilateur. C'est le minimum. Les néons parce que ça coûte beaucoup moins cher que de consommation que les lampes ordinaires. D'autre part aussi, les ventilateurs, quand il fait 40 degrés Celsius, ce qui est le cas assez souvent en Bombay, évidemment, vous en avez besoin. Mais il y a beaucoup d'inégalités sociales, beaucoup d'inégalités de richesse à l'intérieur des bidonvilles, et c'est ce qui fait que certaines personnes dans les bidonvilles vont avoir une consommation nettement supérieure que les autres. Vous allez même avoir des téléviseurs, vous allez avoir aussi des petits frigos, des chargeurs de cellulaires. D'ailleurs, on estime en Inde aujourd'hui qu'il y a plus de 1 milliard de téléphones cellulaires en Inde, donc c'est vous dire. Et en même temps aussi des ordinateurs portables. Le problème, c'est que pour une bonne partie de la population des bidonvilles, sinon la majorité, ces personnes-là n'ont pas les moyens de payer les tarifs des compagnies d'électricité normales. Alors c'est là qu'il va se produire un phénomène assez spécifique, le piratage de l'électricité. Une pratique qui en fait vient du monde rural en Inde et une pratique qui peut avoir plusieurs formes, comme celle-ci qui est la plus ordinaire, c'est-à-dire vous allez avoir des personnes qui vont prendre des fils métalliques, qui vont mettre une brique au bout et qui vont lancer ça par-dessus les câbles. Si vous avez besoin d'électricité, je ne vous conseille pas de faire ça, c'est plutôt dangereux. Mais en même temps aussi, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Mais si vous avez des besoins énergétiques beaucoup plus avancés, la méthode suivante est désormais beaucoup plus appropriée aussi. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir des agents qui vont faire le tour des habitations au sein des bidonvilles pour leur demander leurs besoins. Ces agents-là vont s'acoquiner, si je peux dire, des installateurs. La plupart de ces installateurs-là, ce sont des personnes à l'emploi des compagnies en bonne et due forme d'électricité, mais ces personnes-là, pour arrondir leur fin de mois, vont effectivement donc avoir des petits pots de vin. C'est eux qui vont faire toutes ces centaines de connexions tout petit peu partout à partir d'un transformateur central. Et ces personnes-là, en fait, aussi vont également donner des pots de vin aux policiers et aux fonctionnaires municipaux pour qu'ils ferment les yeux, si je peux dire. Le problème, c'est qu'évidemment, les compagnies de l'électricité ne sont pas très heureuses de la situation. Ça leur pose des problèmes financiers considérables. D'autre part aussi, ça pose des problèmes techniques. Vous allez avoir des pannes d'électricité, des transformateurs qui vont péter, des baisses de voltage absolument terribles des fois. Et donc, les compagnies vont chercher à réagir. Elles vont chercher à faire des pressions sur le monde municipal pour qu'on organise des raids policiers. C'est plus ou moins relatif. Comme je disais tout à l'heure, les raids policiers, c'est pas évident à organiser, sans compter que plusieurs des policiers vont avertir 1 heure à l'avance les agents pour qu'ils puissent débrancher tout quand eux vont arriver. D'autre part aussi, vous pouvez avoir de meilleurs compteurs à installer, mais encore là, il faut installer ces compteurs-là dans les bidonvilles, c'est pas évident. Les câbles spéciaux peut-être par-dessus,
c'est que ça coûte extrêmement cher. Donc, si bien que, même encore aujourd'hui, le problème du piratage d'électricité demeure un problème important en Inde. La seule chose qu'on peut, que moi je vois, c'est peut-être de faire preuve d'un certain réalisme et d'ailleurs je crois que plusieurs entreprises le font aussi, plutôt que de chercher à combattre le piratage, au contraire, encourager la consommation d'électricité à l'intérieur des bidonvilles. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des objets électriques chez vous, plus vous serez tenté de vous brancher sur les réseaux légaux. C'est un petit peu le pari qu'ils font. Et en même temps aussi, ce pari-là va s'ajouter, à ça va s'ajouter une plus grosse consommation d'énergie électrique sur le plan industriel et avec aussi les classes possédantes, si bien qu'à la fin, on va finir par avoir une consommation autrement plus considérable. D'ailleurs, l'Inde va sans doute avoir près de 2 milliards d'habitants dans une cinquantaine d'années d'ici. Les bidonvilles vont encore exister, ainsi que le piratage, mais je vous laisse à deviner l'ampleur de la consommation d'énergie dans ce pays-là d'ici un demi-siècle. Ce sera donc pour le meilleur et pour le pire. Je vous remercie beaucoup. Alors, si vous avez des questions, je vais vous demander de me parler très fort parce que je suis un petit peu sourd. Et parlez-moi comme si vous étiez en colère. Comme ça, je vais vous comprendre mieux. Oui. La principale source d'électricité en Inde, c'est maintenant le charbon à 80%. Mais ils font des efforts du côté aussi des cellules photovoltaïques. Ils ont d'ailleurs des déserts dans le nord de l'Inde qu'ils vont utiliser de manière assez systématique. C'est assez prometteur, mais pour le moment, le charbon prédomine très largement. Il y aurait peut-être une possibilité avec l'hydroélectricité du côté des Himalayas, mais là, les questions politiques empêchent toute concertation sur ce plan-là. Oui. Ce n'est pas si difficile que ça. Vous avez donc, comment donc inciter les gens à consommer plus d'électricité? En fait, vous n'avez pas vraiment besoin de les inciter. Il y a un appel à la modernité. Si vous quittez votre village et que vous arrivez dans une ville comme Mumbai en particulier, vous allez vouloir déjà consommer encore plus que ce que vous faites. Et vous avez, si je peux dire, de toute façon, beaucoup de publicités qui se font pour les objets électriques. Et je parlais tout à l'heure, encore une fois, des téléphones cellulaires. Oui, au-delà d'1 milliard de téléphones en Inde seulement. Et ça coûte autrement moins cher qu'ici, soit dit en passant. D'autres questions? N'ayez pas peur. Oui. En fait, le gouvernement à Delhi ne cherchera pas trop à se mêler de ce genre de situation. C'est plutôt aux entreprises. Et ce qui arrive, c'est que le gouvernement va avoir beaucoup de compagnies qui sont des entreprises publiques, des entreprises d'État, et qui vont elles-mêmes donc chercher à trouver le maximum de moyens pour encourager la consommation. Mais les gouvernements ont eu pendant longtemps à se battre contre une corruption généralisée autour des entreprises électriques, en particulier dans les années 60-70, et ils ont dû créer des entreprises beaucoup plus performantes par la suite. Mais c'est maintenant que les véritables problèmes vont commencer à se poser. Mais de ce côté-là, je n'ai pas de crainte. Les gouvernements indiens, peu importe le régime politique, veulent un développement puissant de l'Inde. Ça, c'est inscrit désormais dans les agendas politiques de tous les partis en Inde. Oui. Est-ce qu'au niveau de la production d'électricité, la production d'électricité va réussir à suivre cette politique de plus consommer? En l'espace de 30 ans, de 1990 à 2010 environ, l'Inde est passée d'une puissance installée de 90 gigawatts à 290 gigawatts. Et dans les 10 ans qui ont suivi, j'ai l'absolue conviction qu'ils ont encore doublé la puissance installée. Et c'est à peu près certain à mes yeux que ça va se poursuivre. La seule chose que je redoute pour ma part, c'est que l'énergie renouvelable
ne remplacera pas l'énergie fossile, elle va simplement s'ajouter à l'énergie fossile tellement la demande en énergie est forte. Nous autres, ici même au Québec, tout à coup, on se rend compte que nous allons avoir des besoins fous en énergie. Imaginez le reste de la planète. On est loin si je peux dire, de toutes les solutions auxquelles on s'imagine pour résoudre la question climatique. Il y a un danger ici qui se pose et il faut malheureusement en être conscient. Pardon? L'Inde possède est le 4e grand producteur de charbon au monde. Par ailleurs aussi, l'Inde va importer de l'Indonésie et de l'Australie et bientôt de la Colombie énormément de charbon. Et vous avez des compagnies dont le groupe Adani qui va chercher justement donc à vendre de cette énergie, du charbon aussi bien aux Chinois qu'aux Indiens. Et de ce côté-là, l'autonomie indienne, je n'ai pas beaucoup de crainte hélas, d'une certaine manière. Mais en même temps aussi, encore une fois, l'énergie renouvelable, oui, a un immense avenir en Inde. Ça, c'est certain. Oui. Est-ce que les coupures de courant sont communes? Communes? Est-ce qu'il y a du délestage des coupures de courant de façon régulière? Oui. C'est un problème encore aujourd'hui. Et même si l'Inde a réussi à avoir un réseau national d'électricité qui rejoint toutes les grandes régions, c'est assez fréquent que d'avoir des fois des régions entières qui vont connaître un blackout. Et il y a des problèmes techniques qui sont associés à ça, mais également aussi les problèmes dont j'ai parlé et qui sont loin d'être résolus parce que quelquefois, ça ne prend pas grand-chose pour créer une panne qui est non seulement municipale, mais qui concerne toute une région entière. Et sur ce plan-là, effectivement, le réseau indien demeure encore aujourd'hui très fragile. Ça, oui. Est-ce que...